parfois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc de... Bonjour et bienvenue dans l'exposition du Palais Lascaris, Bouillante culture, 1960-1980, Vieux-Nice. Tous ces termes expliquent bien le contexte, voilà, le cadre de l'exposition, qui évoque une histoire forte de la vie culturelle de Nice, qui s'est ancrée dans un quartier populaire du Vieux-Nice, une partie du Vieux-Nice, quelques rues, qui ont contenu pendant 20 ans une effervescence culturelle tout à fait extraordinaire, multidisciplinaire, et cette exposition se veut un état des lieux de cette situation qui a duré du début des années 60 aux années 80. L'affiche de l'exposition, Bouillante culture, qui reprend ces termes, peinture, musique, technique, image, poésie, va donner le ton de ces disciplines qui se croisent, ces poètes qui font de la création plastique, ces performances d'artistes qui vont jouer l'écriture, ce jeu avec la rue ou ce jeu dans les galeries et dans les lieux publics. C'est tout à fait le panorama très diversifié, très dense, que nous avons souhaité exposer ici. Vous trouvez ici, de façon tout à fait exceptionnelle, la façade du Palais Lascaris. Une façade que l'on peut mal voir dans la rue parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul, mais que la maquette permet de présenter avec ses étages baroques, cette élévation du regard jusqu'au dernier étage, où se jouait une vie très, très aristocratique au XVIIe siècle. Plus tard, le quartier est devenu extrêmement populaire dans un laps de temps après la guerre, et c'est là que se sont logés, au début des années 60, 15 ans après la guerre, de façon modeste, beaucoup d'intellectuels, de plasticiens, de jeunes plasticiens qui voulaient créer en toute liberté et qui ont vu dans ces quelques rues de Vieux-Nice une sorte d'atelier à ciel ouvert pour les héberger. Des endroits de rencontre, des endroits de débat, de création, où tout était possible. Alors cette création a été marquée par des postures individuelles, singulières, et aussi le relais de lieux privés et publics qui ont permis de présenter ce travail thématique. Il y a eu un énorme travail de présentation au niveau de quelques galeries dès le début des années 60-70, rue de la Préfecture, enfin dans ces rues que l'on retrouve sur ce plan central. Nous avons ici notamment le portrait photographique de Martine Doitier, une photographie menée par André Villers et Ben à la galerie Le Sténopé. Ce personnage très fort en création, une artiste qui a marqué la création du Vieux-Nice et qui est un sculpteur formidable dont nous voyons une réalisation, le briseur de montres dans cette exposition et d'autres tableaux qui sont dans les collections complémentaires de Frédéric Talman ou de Jean Ferrero, qui a beaucoup aidé à les montrer. Il se passait quelque chose du côté de l'action municipale qui a donné sa place à cette création et là lui a ouvert les portes d'une galerie spécialisée. Le directeur des musées de l'époque, Claude Fournet, s'est attaché à une programmation d'art contemporain qui n'avait pas vraiment de forme jusque-là, un lieu donc avec des expositions, ces affiches en témoignent, et des expositions pluridisciplinaires. On a des états des lieux des artistes recensés, des confrontations, des actions qui sont menées dans ces galeries, et évidemment, encore une fois, beaucoup de documents qui viennent étayer cette histoire, puisqu'on est, encore une fois, sur de l'histoire vraie. Voilà, nous allons nous diriger à présent au premier étage, l'étage de l'exposition elle-même, qui va présenter d'une part la création plastique, un état des lieux très chaotique, on va dire, de cette création. Tout était permis, tous les artistes s'attachaient à cette expression qui était la leur en toute liberté, et aussi une salle réservée à la musique, puisque dans les caves de ces quelques rues du Vieux-Nice très centrées, très populaires, dans ces caves se préparaient des groupes de rock, des groupes de jazz qui ont fait parfois le succès de Nice et qui ont porté hors Nice et jusqu'à Paris, voire de façon internationale, l'image du rock français et l'image du jazz niçois. Cette salle fait la place forte à l'histoire de la peinture qui domine toutes les situations,
une peinture que s'approprient tous les artistes. On est 15 ans après la fin de la guerre, dans une version de création où les codes ont éclaté, et on se sent libre de peindre hors des circuits académiques, quoi qu'on puisse encore confronter des artistes qui restent inscrits dans une tradition et d'autres tout à fait spontanés, avec des couleurs et des façons de peindre qui sont donc leur propre voix. C'est pour cela que cette salle a été très difficile à accrocher, mais en même temps très significative. On va voir aussi bien un artiste comme Armand Cinquot, que l'on trouve ici. Armand Cinquot qui, il ne faut pas l'oublier, a été premier prix de Rome, donc une grande pointure, un grand peintre, qui va cohabiter avec des jeunes artistes qui sont ou pas sortis de l'école nationale, l'école des arts décoratifs de Nice, ou d'ailleurs, ou qui créent spontanément. Il va y avoir cette confrontation quotidienne dans ces rues de gens qui ont des préoccupations, qui comprennent qu'il peut se passer quelque chose. Peut-être que c'est l'Eldorado, peut-être pas. Et voilà un panorama très objectif de cette situation dans ces rues du Vieux-Nice dans les années 60-70. Des peintres qui suivent les voies de la tradition, des peintres qui s'apparentent au surréalisme, à la poésie, qui s'attachent aussi à des valeurs nouvelles que reprendront Support Surface, que reprendront d'autres groupes picturaux, que sont la couleur en soi, le châssis en soi, l'objet de la peinture ou la matière peinture. Donc voilà plusieurs artistes qui effectivement retracent cette diversité picturale. Il y a des Claude Morini, des Jean-Claude Perrouin, il y a Gérard Constant, il y a des Albert Schubach et des tas d'artistes qui vont constituer cette école de Nice. Il y a les peintres de l'avant-garde, d'une avant-garde niçoise qui est bien identifiée. Il y a des groupes en formation, des individus, des groupes, des mouvements se forment. C'est très important, c'est l'émergence, c'est vraiment le bouillon qui va permettre d'avoir une décoction de cette création avec une identité bien marquée pour Nice. Alors, il est très important de dire que ces artistes, qu'ils soient simplement peintres ou peintres-sculpteurs, ou qu'ils travaillent sur l'art d'assemblage ou l'écriture, la poésie, ces artistes ont été soutenus, c'est-à-dire qu'ils ont été repérés, ils se sont eux-mêmes managés, et il y a deux collectionneurs qui ont permis que leur trajectoire devienne plus officielle. Alors évidemment, Jean Ferrero qui est très attaché au nouveau réaliste et qui va les soutenir, les exposer tout près du Vieux-Nice, dans sa galerie du port, permettre énormément de rencontres. Un autre lieu important a été cette galerie L'Art Marginal, ouverte sur la rue de la Préfecture, qui vraiment a consacré son intérêt dans les premiers temps à l'art naïf, donc évidemment qui a sélectionné des peintres naïfs locaux, mais qui a été donc sollicité par d'autres artistes et qui a présenté un travail vraiment, une sorte de reflet de la création niçoise, très diversifié, et donc permis à beaucoup de gens de faire là-bas leur première exposition. Donc on a cette confrontation entre un collectionneur plus attaché peut-être aux artistes qui vont faire l'émergence de l'école de Nice et du nouveau réalisme, et puis donc ces galeries niçoises qui vont éclore et qui vont présenter les uns et les autres. Les œuvres de Bernard Venet, le carton avec de la laque, une laque qui est plutôt utilisée pour des objets à moteur de Fary, qui est peint, c'est une œuvre peinte qui fait référence à la peinture, mais qui est un objet extrêmement quotidien, ordinaire, industriel, et les magnifiques œuvres évidemment de Edmond Verdassa, qui a travaillé le plexiglas de façon magnifique, qui était un grand artiste, mais comme il le dit lui-même, je suis inconnu internationalement. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, leur talent n'est pas sorti d'une période ou n'est pas sorti d'un territoire, mais il l'aurait bien mérité. Voilà, j'ai parlé des actions individuelles, chacun émerge à sa façon, se fédère ou pas à d'autres groupes. Les rendez-vous ont lieu où ça? Chez les uns, chez les autres, mais surtout dans la rue, dans les ateliers et aussi dans les cafés. Les cafés se spécialisent, les cafés du Vieux-Nice vont permettre comme ça des rencontres régulières et permettre des actions collectives. Il y a des lieux municipaux qui vont héberger ces pièces, ces acteurs, ces troupes, les wagons, le théâtre populaire
Et il est très important de montrer que ce sont les mêmes personnes qui sont aussi les plasticiens, comme ici avec Daniel Farioli, Gilbert Bedinelli, Dominique Angèle, Geneviève Martin. Voilà, ils sont là ou là, ils peuvent être effectivement sur toutes les réflexions du moment. Et puisqu'il s'agissait de retrouvailles, en quelque sorte, de panorama, nous nous sommes attachés à retrouver effectivement les photos, les témoignages photographiques de ces personnalités du monde de l'art à l'époque. On va se dire qu'on était leurs voisins, on va les reconnaître. Et voilà, nous avons ici une collection des photographies de Jean Ferrero qui montrent comment César a investi Nice, Robert Malaval, Armand, Bernard Venet, Martial Reiss, Fary, Jean-Claude Fary et tant d'autres, et Armand Cinco dont je parlais tout à l'heure comme premier prix de Rome, Edmond Vernassa qui expose ses sculptures en plexiglas sur le port de Nice, Noël Dola jeune, voilà, qu'on connaît beaucoup mais qu'on va retrouver sous ses aspects de jeunes artistes. Alors Nice est de tout temps un haut lieu musical, un grand lieu où se retrouvent beaucoup de personnalités du monde de la musique savante, des grands concerts, mais il y a aussi cette musique populaire, cette musique qui prend sa source parfois chez de très jeunes gens, et les années 60, et le mouvement yéyé, et l'apparition du rock, évidemment. Alors à Nice, toujours dans ces quelques rues, dans les caves, il y a des gens très jeunes, qui ont 14, 15 ans, qui vont former de jeunes groupes de rock. Et il va y avoir des noms plus ou moins connus, les Dickens, les Loups-Garous, beaucoup d'autres, et il y aura un groupe, vraiment, qui s'est constitué ici, et qui va, avec un chanteur qui s'appelle Dick Rivers, monter vraiment au plus haut du top de la musique du rock français, et qui va vraiment rivaliser avec Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires. Il s'agit des Chats Sauvages avec Dick Rivers. C'est très important puisqu'ils arrivent au firmament de la gloire pendant quelques années, puis après le groupe se séparera et Dick Rivers fera sa carrière solo, et les Chats Sauvages sans ce chanteur-là, continueront un peu leur activité. Et puis il y a ces lieux qui provoquent, qui facilitent ces rassemblements, qui contribuent à l'atmosphère familiale, chaleureuse, accueillante, que dans le Vieux-Nice, que sont certains cafés, certains restaurants, certains petits lieux de café-théâtre. Alors évidemment, il y a les bars, on a cité tout à l'heure le Provence, il y a le bar des oiseaux qui se transforme, qui devient un lieu de théâtre, de représentation, et qui va effectivement devenir le fameux bar des oiseaux que l'on connaît, avec le fameux personnage de Mado la Niçoise, porté par Noël Perna. Et puis d'autres lieux comme le Théâtre du Cours avec Henri Mazzini, qui vont faire une programmation extrêmement soutenue et donc implanter vraiment ces scènes de théâtre populaire dans le Vieux-Nice. Alors cette exposition est extrêmement dense parce qu'elle touche à tous les sujets, à beaucoup de personnes, et elle concerne évidemment un public très large, et elle est visitable jusqu'au 1er avril 2019.